bonjour ou rebonjour, ravi que vous soyez avec nous pour cet après-midi du Café littéraire. Nous allons enchaîner les plateaux avec beaucoup d'auteurs que vous allez ou reconnaître ou découvrir. Voilà, c'est toujours un petit peu une moyenne que l'on fait, qu'on essaie de faire quand on programme le café littéraire. Voilà, nous commençons ce premier plateau avec Pascal Jourdana, qui est, vous savez, le co-animateur de ce café littéraire depuis une petite vingtaine d'années. Moi, comme je suis plus vieille, j'ai commencé plus tôt, hein, c'est normal. Hein. Donc moi, ça fait 34 ans à peu près. Alors, à côté de Pascal, il y a Akan Gundai, voilà, dont on va découvrir le nouveau livre qui s'intitule Zamir, qui est paru chez Gallimard. À côté de moi, Grégoire Paulet, dont tu vas rappeler le titre parce que j'ai pas le livre sous les yeux. Pax, c'est facile. Ah bah oui, c'est Pax, facile en plus. Hein. C'est ce qui nous attend. Grégoire, voilà, on va découvrir ce nouveau livre aussi. Et puis tout au bout, et puis il y a Velibor Čolić. Alors. Il faut dire qu'il vient d'avoir le prix Kessel, donc il va devoir partir tout à l'heure pour aller recevoir son prix et être... Mais ce n'est pas fini, puisque tout à l'heure, à midi, il a reçu le prix Ouest France Étonnant Voyageur, décerné par 10 jeunes de 15 à 20 ans. Bravo, Velibor. Nous sommes vraiment très heureux pour toi. Et comme tu as du coup un après-midi excessivement chargé, je crois qu'on va commencer avec toi et avec ce livre qui s'intitule Guerre et pluie, paru chez Gallimard. Alors je rappelle juste que Velibor, qui est quand même un habitué de nos... On l'a connu tout petit. Il faisait à peine 1m80 à l'époque. Tu mesures combien? Au moins plus de 2 mètres? Pas maintenant, quoi. 1m95. Ouais. Non, j'étais pas si petit, mais j'étais blond, musclé et bronzé. Maintenant, je suis chauve et gros. Moi, je t'ai connu à Sarajevo, mais je n'ai pas connu blond. Hein. Alors, Velibor est né en Bosnie en 1964, à Modrica. Et il vit en France depuis 1992. Il est d'ailleurs revenu en Bretagne. Ça a été sa première terre d'accueil quand il est revenu, quand il a quitté la Bosnie. Citation: « Je sais que l'absence de patriotisme et d'héroïsme ne peut que prolonger la vie d'un soldat. Quelques jours après son enrôlement, un constat s'impose à ses yeux. Si vous voulez provoquer une catastrophe, c'est assez simple. Vous armez les cons. » C'est juste pour vous donner une petite idée. Il a été enrôlé de force dans l'armée bosniaque au pire moment de la guerre. Il va déserter l'armée croato-bosniaque en 1992. Puis il est fait prisonnier avant de réussir à s'enfuir. Et il sera réfugié en France. Il va vivre à Strasbourg, en Bretagne. Et désormais, où vit-il ? J'habite à Bruxelles. D'abord auteur de plusieurs ouvrages en serbo-croate, traduits en français par une dame que l'on a bien connue, que l'on aimait beaucoup, une Bretonne, Mireille Robin, qui est venue d'ailleurs avec nous plusieurs fois à Sarajevo, une femme formidable qui est décédée depuis. Tu écris depuis plusieurs années en français. Lui qui, lors de son tout premier cours de français, avait inscrit Goncourt dans la case projet de vie. Oui, si je peux rendre hommage à notre prof, Ninok. Elle nous apprenait au foyer de demandeurs d'asile à Rennes. Elle nous apprenait la langue belle et ô combien langue compliquée française. Elle m'a dit, j'ai pas eu de réfugiés gonflés comme toi dans ma carrière de prof, parce que moi je voulais tout de suite les grandes phrases, machin. Elle nous apprenait la langue française et d'abord une phrase très importante, où est la poste? Puis une semaine, 10 jours, et puis j'ai demandé, est-ce qu'on va aller plus loin? Elle m'a dit, non. Ambition, voilà, juste pour dire, vous avez devant vous le bonhomme qui a une ambition non autorisée
pour les réfugiés. Je m'explique. Il a l'ambition autorisée, ouvrir un doner kebab, réparer les voitures, et non autorisée, c'est devenir intellectuel français et écrivain. Il me disait toujours, ouais, d'accord, mais bon... il y a du chemin, c'est ça. Il y a du chemin, voilà. Donc, Ninoc, dommage. Il faut lire ses autres livres si vous ne l'avez pas lu, parce que son manuel d'exil raconte ses premières années d'exil de 1992 à 2000, publié en 2016. Il a été traduit dans de nombreuses langues à travers l'Europe. Et puis il aborde toujours ce sujet. Puis il y a eu la suite l'an dernier. Ah oui, et tu dis aussi encore. L'an dernier, j'étais encore un peu prétentieux, mais cette année, je suis parfait. C'était dans juste. Et modeste. Dans le livre des départs qui faisait suite à l'autre, il partage le terrible sentiment de déréliction et d'errance sans espoir des migrants à travers le récit de son propre exil, mais toujours, vous l'avez compris, avec beaucoup d'humour. Des phrases encore. Hier soir, j'ai rêvé de ma ville natale. Elle était plus petite que ma douleur. La France n'est pas ma patrie, mais régulièrement, elle est mon pays. Il a quand même le sens des formules pour nous faire vibrer, pour nous faire comprendre la douleur de ce que ça fait. Si tu dis ça, tu connais bien la littérature, si tu dis ça, c'est vrai. Peut-on, en dehors d'un pays qui n'existe plus, trouver un endroit où l'on se sent un peu comme chez soi? C'est une question à laquelle tu réponds maintenant, tu peux répondre? Oui, comment dirais-je? D'abord, bonjour. Magnifique toujours, étant un voyageur. La langue est forcément le territoire, et le territoire est forcément la langue. Pendant des longues années, j'ai mis 4 ans, ce livre s'appelait, Guerre et pluie, ce livre s'appelait La mémoire parle une langue étrangère. Je ne suis pas à un paradoxe près, il fallait traduire la douleur, la déception, la peur de ma langue et ma territoire natal dans une autre langue. Pendant des années, j'ai surestimé la littérature. Je croyais, le simple fait que j'ai écrit, ma douleur partira. Alors non. On peut demander plein de choses à la littérature, mais on ne peut pas demander de nous guérir. Alors, Guerre et pluie, c'est l'histoire d'invitation. Je prends mes lecteurs par la main et je l'invite dans le tranchée. Dans l'écriture de ce livre, beaucoup d'hésitation. Et dans un moment d'insomnie, j'allume France Culture. Ça ne veut pas dire que France Culture, c'est le somnifère, mais j'allume. Pas pensé. Il n'y a personne. Et je tombe au plein milieu, et ça c'est génial, plein milieu, comme une conversation, interview de grande Jacques Tati. Et la journaliste qui dit, oui, monsieur Tati, mais on voit bien que vous êtes inspiré de grands maîtres de vaudeville burlesque américains, Chaplin, Buster Keaton. Il lui disait, oui, madame. Chez eux, on a quoi? On a la peau de banane, le bonhomme qui court, qui tombe sur les fesses, et on continue. Et moi, disait le grand Tati, je l'accompagne. Alors je me suis dit, tiens, littérature doit être ça, mon livre doit être ça, accompagner l'homme qui tombe. Cinéma, pas le temps, donc voilà, c'est Guerre et pluie. La première... Pendant des années, je voulais appeler ça aussi Le Misérable, mon livre. Comme ça, quand vous l'entrez dans la librairie, vous dites « Je veux Les Misérables ». La libraire est obligée de dire « Oui, d'accord, de Victor Hugo ou de Velibor George ». Alors Gallimard m'a dit « Non, c'est pris Les Misérables ». Non, je plaisante. C'est super. La première partie, quand même, il y a une construction particulière aussi. Et ça a été le déclic pour pouvoir, après, parler de la guerre. La première partie, c'est la maladie de 2021 à 2023. Tu racontes l'apparition, alors que tu vis donc à Bruxelles, d'une maladie rare,
une vraie maladie, provoquant l'éclosion de cloques douloureuses sur le corps et dans la bouche. Voilà, explique-nous ça. Je ne pouvais pas avoir Alzheimer comme tout le monde, il fallait que je me... à 57 ans, j'ai commencé à voir, moi qui j'écris tant de livres, tant de machins, discussions, sous ma langue, une plaie taille de 2 euros, très douloureuse, qui ne guérisse pas. Puis ça s'est transféré sur tout le visage. Et juste au moment où j'ai changé mon identité, où je prenais les photos pour devenir français, la maladie dessinait aussi mon portrait. Médecine, rien. Jusqu'à, au bout de 6 mois, il disait c'est une maladie rare, pemphigus vulgaris, 2 personnes sur 1 million. Ça tombe sur moi. Je suis en colère. Je dis pourquoi moi? Médecine soigne magnifiquement bien à Bruxelles. Je me suis dit, dans l'époque où un homme sur 4 croit que la Terre est plate, médecine, heureusement, elle ne regarde pas ce mec-là, elle avance. Et il y avait deux lectures. Médecine qui dit c'est maladie auto-immune, et moi je me suis dit c'est la guerre qui sort. J'étais le monstre. La maladie tellement visible. Entre ma maison et la clinique à Bruxelles, 45 minutes de métro. Je ne pouvais pas mettre le masque. Il fallait voir le gueule de gens qui rentraient dans le métro. Ils voyaient le monstre. Et j'étais presque persuadé, s'il y avait quelque chose de grave qui s'est passé dans le métro, tout le monde disait c'est lui. Responsable, bouc émissaire, le monstre. Le traitement est réussi. Comme vous voulez, j'ai dit, maintenant je suis normalement laid comme avant. Mais je me suis dit, c'est la guerre. Comme disait notre éditeur Jean-Marie Laclatine, non, je tournais pendant 30 ans pour éviter l'étranger, avant la guerre, l'exil, machin. Et à ce moment-là, ce livre a commencé à s'écrire. Je ressortis, tiens, j'étais drôle de soldat, un peu babacool. Ouais. Il t'avait donné un surnom? Ouais, un soldat qui réfléchit, c'est déjà pas bien, mais un soldat philosophe, c'est très très grave. Heureusement, j'étais un peu clown. Et clown, on ne prend pas au sérieux, il disait il est un peu con, quoi, ça va aller comme ça. Mais je profite de l'occasion pour vous montrer. La guerre, c'est violence pendant 5 minutes et 3 jours de silence. Et moi, je faisais un geste subversif que vous ne pouvez même pas imaginer. J'écrivais en cachette, dans ce petit carnet. C'est le petit carnet des Bosniaques? Oui. Il y a la photocopie d'Emily Dickinson. Vous voyez quel soldat je suis, Emily Dickinson. Il y a un fleur de mon pays. Je vous montrerai. Je commence assez ambitieux. Après, c'est le journal chaotique. Notre commandant, il disait, tu as la chance parce que nous, on est nazes comme l'armée. Dans une vraie armée, tu seras fusillé, voilà, comme ça. Dès le premier moment de tranchée, je voulais déserter. Le jour, j'ai fait les conneries dans ma vie, le jour où je suis particulièrement fier, c'est le jour où je prends le Kalachnikov, j'explique. Je dis, si je le casse, AK-47, ils vont réparer les salauds. Il y a la rivière Bosna, je le jette dans toute ma force, dans l'eau. Un saut dans le temps. Quelques décennies après, savez-vous d'où venaient les Kalachnikovs qui tuaient Kabu, Volansky et Bataclan de la Yougoslavie? Et je suis fier, mes amis, fier, parce que je sais que ce n'est pas mon Kalachnikov qui a tué Volansky et Kabu. Il n'y a pas de petite victoire, n'est-ce pas?
Vélibor, c'est vrai que tu l'as expliqué un petit peu, tes livres au début, c'est les tout premiers textes, ce sont ces textes de guerre écrits dans la tranchée sur ces carnets-là. C'est très émouvant de voir ces carnets. Après, tu t'installes là, tu commences à écrire en français, tu prends un peu de distance avec tout ça, tu es plutôt dans la fiction, puis après tu reviens sur tes années d'exil avec plusieurs livres. Donc là, on te voit, on voit un personnage qui est presque toi vivre cet exil, s'interroger, se dire que tu as de la chance finalement d'être blanc parce que tu es relativement invisible, bien que tu sois très grand comme exilé. Et puis là, je trouve ce livre, il est vraiment extraordinaire parce que tu reviens au point de départ, tu reviens à la guerre. Avec cette maladie qui te fait ressortir la guerre. Mais tu as un tout autre regard, évidemment, que les textes. Et c'est très émouvant, je trouve. J'aime énormément ce livre parce que il est plein de nostalgie aussi, plein d'amour, mais plein de force. Et des moments difficiles aussi. L'extrait qu'on a lu, Carole Martinez, tout à l'heure, c'est un extrait qui est extrêmement émouvant. L'envie de se suicider, en fait, d'y penser, etc. Mais, et puis alors, pardon. Non, mais c'était pour dire ça et pour demander peut-être si ça t'a demandé un effort particulier par rapport aux autres. Oui, c'est très compliqué. Il fallait d'abord sortir de la colère. Il fallait sortir surtout de... Voilà, je pense personne, écrivain ou pas, n'a pas le droit ni pardonner, ni juger, ni faire quoi que ce soit au nom de son peuple. Pas le droit. Livre à 300 pages. Si vous trouvez 0,01 gramme de la haine, on va demander à Antoine Gallimard de vous rembourser. Si vous trouvez plus que 5 fois le mot serbe, nos ennemis, moi je vous rembourse. Il fallait sortir. Il fallait que vous compreniez qu'en face, c'était les copains. Que l'absurde de violence, parce qu'on était entre nous. Mais j'ai essayé, c'est tellement dramatique. Il y avait des scènes que vous ne pouvez même pas imaginer. Donc, heureusement, je suis un peu drôle. Mais j'étais drôle même avant la guerre, quoi. C'est pas la guerre qui m'a fait. Et je défends une idée, peut-être j'aurai d'autres, qu'on n'est pas obligé d'être triste pour être sérieux. Et la guerre, c'est un peu tout ça. Ce sont des sœurs siamoises de nos destinées humaines. Tragédie et comédie. La scène plus le phoque. Pendant des semaines, on mange le riz collant et macaroni collant. Et tout d'un coup, au miracle, il y a un camion avec la bouffe italienne qui arrive. Ouais, on est hyper content. Lasagne, spaghetti, machin. Et on attend un grand soupir. Oh, sur chaque baguette était marqué 5 minutes au micro-ondes. Donc on a mangé un truc. Donc il y a des choses. La guerre, c'est compliqué. C'est vérifiable, heureusement, dans mon livre, je ne crois pas sur parole. L'enfer n'exclut pas l'humour. On rigole, mais on est dans l'enfer. Voilà, je suis survivant, donc c'est facile à rigoler. Je suis survivant. Il y a l'académicien qui sont immortels. Il y a moi que je suis survivant, c'est à peu près presque la même chose. Peut-être que tu deviendras immortel. Presque la même chose, mais bon là, ça va. Mais alors, bon voilà, on passe presque du rire aux larmes, on peut le dire comme ça quand on lit ce livre. Il était détesté par son capitaine. Regardez la description en une phrase. Capitaine qui ressemble à une grosse miche de pain blanc maladroitement enfermée dans un uniforme. Et voilà, il y a plein de choses comme ça. Il m'a demandé amitié Facebook il y a quelques années. C'est pas vrai. Je refusais, bien évidemment. Et on va finir sur une phrase qui est à la page 133 du livre. La poésie ne peut pas arrêter la guerre ne peut pas non plus arrêter la poésie. C'est déjà ça. Ah oui, c'est bon. bon. On est d'accord. Merci, Vélibor. Et
On a eu Dany Laferrière hier là, qui disait « La vie n'est pas un concept puisqu'il y pleut parfois ». Ça pourrait être dans ton livre aussi. Voilà, on va enchaîner maintenant peut-être avec Grégoire. Tu restes encore un peu avec nous ou tu te sauves? Un autre bruxellois, du coup. Grégoire Pollet, vous êtes un écrivain belge de langue française, vous êtes traducteur, vous êtes scénariste, réalisateur de documentaires pour la télévision, spécialisé en littérature espagnole. Ça fait déjà très européen de tout ça. Vous avez écrit sur la plupart des villes où vous avez voyagé, parce que vous avez beaucoup voyagé, à Bruxelles, à Paris, à Madrid, à Barcelone, d'autres probablement. Pour la télévision, vous avez écrit le documentaire, docu-fiction Dans les coulisses du traité de Rome. Ça, c'est intéressant parce qu'on arrive à des sujets très proches de Pax, qui reconstitue les négociations dans les années 50 qui conduisirent à la création de l'Union européenne. Et puis, vous avez aussi réalisé un film documentaire commémorant le grand livre de Velibor Čolić, Les Misérables. Ouais. Il réagit pas. Il réagit pas. Il a déjà écrit, en fait. Et Victor Hugo, Au nom du peuple. Bon, Victor Hugo, c'est l'autre. Dans les romans essais, on peut citer Soucoupe volante. Alors, je ne vais pas tous les dire, tous. Dictionnaire insolite de Barcelone, Barcelona, Chucha, Excusez les fautes du copiste. Madrid ne dort pas. Et là, vous êtes là pour Pax, qui est un roman sorti chez Gallimard, qui a une petite bande publicitaire de Gallimard, mais qui est, je crois, aussi une bande publicitaire, une affiche publicitaire qui date de 1919. Hommage de Paris au président Wilson. En fait, c'est là l'hommage de Grégoire Pollet au président Wilson, en fait, ce livre. Vous tournez autour de cette année, 1919, avec une idée force, l'arrivée du président américain Wilson, qui vient pour négocier le traité de paix. Et ça ne se passe pas tout à fait comme il avait prévu. C'est le centre du livre. Par la suite, on voyage beaucoup dans le temps à travers mais le centre du livre, c'est bien ça. C'est la construction de la tentative de construction de la paix après l'armistice de la Première Guerre mondiale, le 11 novembre 18, et pendant près d'une année, une dizaine de mois. Il y a une chose, quand je me suis plongé dans cette époque, plus ou moins par hasard, il y a une chose qui m'a beaucoup surpris et qu'on a tout à fait oublié. C'est qu'en fait, je pense qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire du monde un aussi grand espoir de paix qu'à ce moment-là. Il y a eu un véritable frisson mondial, parce que la Première Guerre avait été mondiale, c'était la première guerre maintenant à être vraiment mondiale, et il y avait donc pour la première fois le rêve, mais un rêve extraordinairement concret, avec énormément de bonne volonté, vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie, pour créer une paix mondiale et l'instituer politiquement. Et comme nous, bien sûr, nous savons que ça a échoué, nous avons tendance à regarder ça à travers des lunettes grises. À la vérité, c'était un moment extraordinaire. Et l'arrivée du président Wilson en France, en décembre 18, reste, à mon avis, un des moments de plus grande frénésie, mais pas au sens négatif, c'est pas les Beatles, un espoir vraiment... vous voyez, les images de la libération qu'on a de la Deuxième Guerre mondiale sont des images qui sont toujours extraordinairement saisissantes. Et bien là, c'était la même chose, mais on n'en a pas d'images animées. Et ce n'était pas tellement le soulagement de finir une guerre, mais c'était véritablement l'espoir de créer quelque chose de définitif. Et cette idée-là, si merveilleuse, et qui a eu un destin si tragique, puisque le président Wilson arrive avec toutes ses bonnes idées, et puis au mois de juin, il s'en va, non seulement en ayant échoué, mais en étant à moitié fou, parce qu'il va refuser de comprendre qu'il a échoué, et il va perdre la raison quelques mois plus tard, et la vie 2 ans après. Donc il y a cette espèce de tragédie extraordinaire qui a terminé donc par le traité de Versailles, que tout le monde sait. Et donc l'âme du roman, c'était le cœur du roman, c'était justement de reconstituer, mais comme si j'y étais, puisque le narrateur, qui est une imitation de moi-même, tant que faire se peut,
se trouve, disons, en 1918 et en 1919 dans Paris et circule, etc., pour aller voir de plus près exactement comment ce rêve se construit, comment ce rêve dérape et comment ce rêve s'effondre. Alors, il ne va pas se trouver que là et que à cette époque, hein, parce qu'on va le voir se balader à des époques plus anciennes, plus récentes, dans d'autres pays. Enfin, il va y avoir une vraie circulation du narrateur qui est un petit peu vous, qui se balade au milieu de ces événements et ces personnages comme s'ils étaient vraiment ses proches, ses voisins, avec des conversations très étonnantes, hein, avec Proust par exemple. C'est vraiment, voilà, il doit garder ses enfants. Proust est là, ça tombe bien, on va discuter avec lui. En gros, hein, je résume un peu, mais c'est un peu l'esprit, et c'est assez amusant, c'est assez. Il y a une écriture assez prime-sautière, en même temps des sujets extrêmement sérieux, mais vraiment vous vous baladez avec un parcours très personnel, par association d'idées, de temps, de personnes, une logique très particulière, mais qu'on suit très bien. Et c'est articulé en chant, comme l'Iliade ou l'Odyssée. Alors, ça fait beaucoup de choses dans tout ça, pourtant on ne s'y perd pas. Et je me demande comment vous avez réussi, vous, à ne pas vous y perdre, pour arriver à tenir le lecteur par la main. Tout à l'heure, Willibord disait ça, accompagner, pour qu'on se retrouve dans cette histoire avec un vrai plaisir, parce que c'est très goûteux. Bien alors, en deux temps, premier temps, pourquoi est-ce qu'on pourrait à la limite s'y perdre? C'est parce que, effectivement, à partir de 1919, le narrateur invite à un voyage dans le temps. Et le récit remonte jusqu'au XVIIIe siècle à Venise avec Tiepolo, on va à Madrid avec Goya, on se retrouve au XXIe siècle à Bruxelles, au rond-point Schumann, près de chez moi. Et donc, on a en fait un voyage dans le temps qui, à chaque fois, repasse par 1919 et donc fait des sortes de boucles, de looping comme ça temporel. Donc effectivement, ça peut paraître un peu surprenant. Et effectivement, cette manière de se déplacer dans le temps, c'est l'élément neuf dans ce livre. C'est quelque chose que j'ai découvert au fur et à mesure depuis quelques années. J'ai abandonné l'écriture purement fictive, enfin pas abandonné, mais disons que j'ai beaucoup moins d'écriture fictionnelle, mais j'écris à partir d'événements non fictionnels, historiques ou personnels, parce que dans le livre aussi, je mélange tout à fait ce qui est souvenir et connaissance ou mémoire historique, et c'est traité de la même manière que les historiens envisagent l'histoire comme de l'histoire, mais que les écrivains le fassent autrement. Il me semble que c'est assez sain, assez complémentaire. Et donc cette manière, en fait, de circuler dans le temps exactement comme dans un espace présent, c'est quelque chose que j'ai découvert en fait simplement au fur et à mesure en écrivant et qui a produit en moi une telle joie, vraiment une joie extraordinaire, comme si ce n'était pas du tout un élément artificiel, mais comme si au contraire c'était la vérité poétique qui s'affirmait et qui venait même supplanter ce qu'on appellerait la vérité historique ou la réalité historique, qui finalement s'avérait être plutôt quelque chose de mort en comparaison d'un passé qui s'avérait une chose vivante dès lors qu'on parvenait, en l'occurrence par l'écriture, à le rendre vivant. Donc c'est pour ça, à un moment, j'utilise l'expression l'image, de voyager dans le temps comme, que l'écriture voyage dans le temps comme le sang circule dans un corps. Et donc, comme si le passé était, vous savez, quand vous avez le bras engourdi, le bras qui dort, comme on dit, et puis en se déplaçant, le sang reflue, et on sent alors tout à coup le bras qui va répondre autrement et qui revient à la vie. Et j'avais vraiment le sentiment que le passé, notre passé, mais pas seulement mon passé personnel, le passé de tout le monde, n'attend qu'une chose, c'est justement de recevoir cette irrigation par l'écriture, ça c'est mon rôle à moi, mais il y a certainement 1000 façons de l'irriguer, mais une irrigation qui véritablement donne la vie. Et ce sentiment, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'une joie intense d'écriture, ce sentiment me donnait réellement l'impression que la vraie réalité du passé, ce n'est pas une chose absente dont on analyse les grands mouvements ou les grandes structures, mais qu'il s'agit aussi, et peut-être principalement, d'un corps, de notre corps, d'un corps qu'on ne peut concevoir comme corps que si nous acceptons que nous vivons de manière commune, n'est-ce pas, que nous sommes dans une relation de fraternité. À partir de ce moment-là, le passé me semblait véritablement comme un corps que l'écriture peut rendre vivant.
Et c'est pour ça qu'au tout début du livre, j'ai choisi de mettre une petite citation de Marcel Proust, qui était à Paris en 1919, à l'époque des négociations. C'est pour ça qu'à un moment, je quitte le Quai d'Orsay, enfin le narrateur bien sûr, quitte le Quai d'Orsay pour se promener. Il se dit, je vais aller voir Marcel Proust. C'est quand même l'année où il va recevoir le prix Goncourt, 1919, pour À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Et donc, je vais chez Proust et à cette occasion-là, disons, le narrateur fait une réflexion et surtout une expérience, disons, de la véritable nature du temps. Vous savez que Proust en est non seulement le grand inventeur, mais le grand détenteur encore. Et je reprends alors une petite phrase de la toute fin de l'œuvre de Proust, dans Le temps retrouvé, où il dit finalement, quand on a, j'ai pas la citation exacte, mais le sens profond de cette citation, c'est quand on a compris en fait la vraie nature du temps, on n'a même plus peur de la mort. Et là, c'est quelque chose qui nous fait quand même passer à un autre stade d'expérience de vie. Et comme par hasard, ça passe par la littérature. Et donc voilà, ça c'est l'expérience que moi j'ai faite à travers l'écriture de ce livre et je pense que c'est ça qui lui donne son aspect, sinon déroutant, du moins un peu inhabituel. Ben, vous en parlez excellemment bien et moi j'avais l'impression à le lire qu'il y avait beaucoup de joie effectivement à l'écrire. À le lire en tout cas c'était aussi de la joie, mais on perçoit cette jubilation de l'écriture. Et ça aurait pu s'appeler vie aussi, c'est Pax, mais en fait vous parlez beaucoup de vie et c'est remettre justement en vie, en mouvement, tous ces faits historiques qui sont figés dans notre mémoire alors qu'ils étaient en vie. Alors vous êtes bruxellois tous les deux, vous vous connaissiez ? Pas encore. Moi, je vis très, très calmement à Bruxelles. Je sors presque pas. Tu penses que Grégoire, non. Tu penses que Grégoire, il fait la fête tout le temps, c'est ça ? Je sais pas. Je vis de plus en plus claquemuré dans ma maison. Bon, ben voilà. C'est-à-dire que je n'ai pas croisé beaucoup de Belges à Bruxelles. C'est vrai, c'est une ville très cosmopolite. Au début, j'étais malade. J'ai dit, chaque fois que je croise un Belge, c'est un toubib et à la fin, je paye. Par contre, tu connais bien à Cannes ? C'est un grand ami, quoi. Et grand écrivain, bien évidemment. Et tu l'as lu, son dernier livre ? Non, il est sous la pile, il faut le lire. Tout en haut, quoi. Il faut le lire. J'ai présenté à Cannes quand même avant. Neharod, auteur reconnu en Turquie et ailleurs. Ce n'est pas la première fois que nous nous rencontrons. Tu vis toujours à Istanbul ? Oui. Francophone pour avoir suivi dans sa jeunesse son père diplomate à Bruxelles Aussi. et dans nombre de pays d'Europe, et pour avoir suivi des études de traduction à la faculté des lettres d'Ankara et poursuivi ses études à l'université libre de Bruxelles. Donc, il est également diplômé en sciences politiques. D'un extrême l'autre, paru en 2013, ce livre a reçu le prix du meilleur roman de l'année en Turquie. Il reçoit aussi le prix Médicis étranger 2015 pour son roman Encore. Et il y a d'autres titres que vous pouvez voir certainement dans le salon du livre. Et là, aujourd'hui, nous parlons d'un livre qui porte un titre tout simple et tout court, Zamir. Zamir, c'est un prénom, c'est le prénom du personnage que nous allons rencontrer. Et là, on a parlé de la guerre et de l'horreur de la guerre. Et là, avec Zamir, ça va être une autre histoire. Ce livre est traduit, je le dis tout de suite parce que j'ai peur d'oublier, par Sylvain Cavalès. Il est paru en novembre 2023. C'est un livre qui est dédié à toutes ces femmes tuées parce qu'elles étaient femmes. Et quant à l'histoire, elle commence très fort avec un shrapnel, on dit ? Un obus rempli de balles. Il projette ses balles en éclatant. Et là, il va éclater dans un camp de réfugiés d'Alaman, à la frontière turco-syrienne. On imagine les dégâts, mais peut-on imaginer ce que ces billes d'acier peuvent faire au visage d'un bébé de 6 jours qui ne mourra pas ? Il va être sauvé par un chirurgien de 32 ans, originaire de Stavanger en Norvège, qui est là pour aider dans ce camp. 13 heures pour redonner un semblant de visage à ce bébé qui restera défiguré. D'ailleurs, le chirurgien s'en remettra jamais. Il va devenir alcoolique. Et, voilà. Et c'est en fait l'histoire de ce bébé devenu un homme et qui est un homme qui se bat, lui, pour la paix. C'est très étrange, sa manière de se battre pour la paix.
avec toutes les armes possibles et imaginables. On peut dire ça comme ça. Et c'est une critique terrible des ONG. Alors, qu'est-ce qui a été le point de départ? Pour moi, l'écriture, c'est la meilleure manière de penser. Donc, à chaque fois qu'il y a un phénomène devant lequel je suis paralysé, je suis dans des idées contradictoires, la meilleure manière d'élaborer ce sujet-là, pour moi, c'est écrire. Parce que quand vous écrivez, vous ne pouvez pas répéter la même phrase pendant 10 fois, vous êtes obligé d'avancer dans les idées, et vous arrivez à un point où vous dites, est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Et c'est le moment où vous faites la connaissance avec vous-même et vos idées concernant ce sujet-là. La question de ce roman, c'était une simple question, en fait, au départ, qui était, dans un monde où la guerre fait partie de la nature humaine, comment fait-on la paix? Et pour pouvoir élaborer cette question-là, il me fallait un personnage qui serait ni un professionnel, ni un diplomate, ni quelqu'un qui a le sang-froid devant toute violence. J'ai voulu que lui, d'abord, soit une victime de la guerre. Déjà, étant bébé, ayant perdu son visage. Enfin, en plus, n'ayant pas de famille. N'ayant pas de famille. D'où sa vie commence avec ces ONG qui l'élèvent, qui l'éduquent. Et aussi, parallèlement, qui font de lui le visage de leur fondation pour pouvoir récolter des dons. Parce que la fondation, les aides humanitaires, c'est d'abord, il faut d'abord pouvoir ramener de l'argent pour pouvoir les distribuer. Et donc ce gamin, Zamir, devient à un très jeune âge un symbole de cette fondation, de cette ONG. Et donc il fait le tour du monde pour pouvoir faire des recueils de dons. Et arrive un moment où, après avoir vu toutes les côtés négatifs de ces fondations, malgré toute la déception qu'il a envers ces fondations, il a toujours ce côté idéaliste et il dit, moi maintenant, je peux entrer dans une fondation de paix étant adulte et je peux peut-être négocier la paix, je peux peut-être arrêter la guerre. Et on commence avec ce personnage qui est complètement perdu dans son travail parce qu'on le rencontre à un moment de sa vie où il réalise que tout ce qu'il fait pour la paix, c'est la même chose que les autres ont fait dans le temps pour déclencher des guerres. Alors, il ment, il fait des chantages, il fait de l'escroquerie, tout ce que vous pouvez imaginer d'immoral. Il a des hommes de main qui travaillent avec lui. Voilà, et il fait ça pour la paix. Mais c'est une paix complètement passagère, parce que ce n'est qu'en fait faire disparaître les conséquences et non pas la cause. Et donc, sa quête, c'est pour une paix durable. Voilà. C'est une idée absolument... oui, vas-y, Velibor. On sait que tu as beaucoup de rendez-vous à venir. Donc, merci d'être passé sur le Café littéraire. Et félicitations encore, mon cher Velibor. Ah oui, alors c'est extraordinaire. On ne va pas raconter tout ce qui se passe parce qu'il faut vraiment découvrir. Mais l'idée même de départ est quand même extrêmement originale. Il a donc des hommes de main qui travaillent avec lui, qui s'appellent Sabra et Shatila en plus. Oui, à chaque fois, il y a aussi... voilà, vous voyez un peu le... je vais prendre ma note parce que je suis perdue. Ah ben voilà, s'il vous plaît. C'est ça, je me disais. Merci. Sabra et Shatila, qui sont deux frères palestiniens. Il y a des choses absolument terribles. L'indice d'utilité en Angleterre, la liste des minorités présentes en Grande-Bretagne et le rapport sociologique et culturel pour déterminer un quota démographique par minorité. Il y a voilà, ce genre d'études qui sont faites et en plus les chiffres sont manipulés. Tout à fait. Il y a tricherie à peu près partout.
Tout à fait, tout à fait. Parce que quand on pense à tous les conflits dans le roman, eh bien, ce sont des conflits grâce auxquels c'est possible de faire régner un business. Il y a une affaire, il y a un chiffre d'affaires dans tous les conflits qui existent, qu'on voit au journal télévisé. Alors donc, c'est un système économique d'abord. Et ces ONG, par exemple, dans le monde de Zamir, ça fait partie de ce commerce. Et la guerre aussi est un phénomène économique aussi. Donc, vous avez un monde qui est empoisonné par d'abord la guerre et deuxièmement par cette volonté de faire continuer la guerre parce que ça rapporte. Alors, Zamir réalise que la paix n'est pas propre à l'homme, n'est pas propre à l'être humain, et qu'il faut l'inventer, et que c'est un fait synthétique. Il faut le bâtir comme un bâtiment. Et pour cela, il se rend compte qu'on a besoin d'un nouveau contrat social, en fait. Un contrat social qui sera basé sur quelque chose de très simple, qu'on entend en fait tous les jours, mais qui n'existe pas dans la réalité, sur le terrain, c'est la valeur de la vie humaine. Alors, il se dit, s'il est possible de faire ramener la valeur à la vie humaine, peut-être qu'il serait possible d'arrêter la violence. Et c'est ainsi que commence en fait le roman. Il a quand même été, il a été endoctriné. Il a été utilisé par les ONG, on l'a dit tout à l'heure. Il exerce, donc on le retrouve à 40 ans. Il exerce un métier qui porte un nom particulier, présentateur, négociateur secret. Voilà, pour ne pas dire espion, c'est presque la même chose. Il y a un autre personnage, Jenna, qui... on peut dire un mot de Jenna, de caractère de Jenna? Oui, ben c'est la personne qui s'occupe de Zamir quand il est enfant. Et d'ailleurs, le mot Zamir, peut-être, on peut parler du prénom Zamir. Zamir, c'est un mot qui, en arabe, veut dire la bonne volonté, le cœur, qui veut dire pour la paix en russe, et qui veut dire pronom en turc. Et j'ai voulu que ce mot représente ce personnage qui n'a pas de visage. Et pour que ça puisse être possible, peut-être, pour le lecteur, de se mettre à sa place, parce que le pronom, c'est toi, moi, vous, nous, tous, qui seraient en quête de la paix, comme sa définition en russe, et avec la bonne volonté. Et donc, Jenna, c'est la personne qui s'occupe de Zamir, qui essaye de lui montrer que l'espoir existe sur cette terre, d'abord, malgré tout ce qu'il y a autour de Zamir. Et c'est peut-être grâce à elle que Zamir a ce côté humain qu'il perd jamais, même dans des situations les plus violentes possibles. Et c'est peut-être grâce à elle que Zamir réalise que toute guerre sur cette terre est une guerre civile. Voilà, c'était, je vous dis, une idée de départ assez incroyable. Après, voir comment les choses vont évoluer, on ne va pas vous le raconter non plus. Mais le livre a été accepté et accueilli par la presse avec beaucoup d'intérêt. Parce que Hakan, il faut le savoir, est un conteur extraordinaire. Et il peut, lui aussi, nous raconter la folie du monde. Et avec des personnages qui sont assez incroyables. C'est voilà, un livre à découvrir qui s'intitule donc Zamir, qui a été traduit, je l'ai dit tout à l'heure, mais je ne retrouve plus son nom, voilà, je vais le reprendre au début. Voilà, Sylvain Cavaillès, et voilà, que vous allez découvrir, je pense. Il faut le découvrir. Paru dans la collection, chez Gallimard, dans la collection du monde entier. Merci, Hakan. Merci, Hakan.
pardon. Oui, c'est terminé. Pardon. Je non, voulais c'est pas discuter avec terminé, lui. puisque je veux aussi représenter les livres dont on a parlé. Oui, c'est Il n'y vrai. avait pas que Hakan. J'avais encore des choses à lui dire. T'as encore des choses à lui dire? Non, mais je voulais lui reparler de Jenna, parce que c'est marrant, non, mais c'est marrant parfois avec un auteur. Je voulais lui reparler de Jenna, parce que moi, je l'avais pas, j'avais pas ressenti tout à fait telle que tu la présentes là, parce que je trouvais qu'elle était assez cynique, en fait. Et j'étais surprise de la manière dont tu en as parlé d'une manière plutôt positive. Et moi, je sais pas, j'avais eu l'impression que c'était pas un personnage si positif que ça. Mais voilà, ça c'est mon ressenti, et c'est toi qui as écrit le livre. Oui, mais Heureusement que tu l'as compris de cette manière, parce que c'est la preuve qu'on a plein de facettes Ouais. sur cette terre, et que, en fait, c'est quelque chose qui m'est resté depuis des années. C'est que pour écrire, par exemple, 1000 caractères, 1000 personnages, vous n'êtes pas obligé de connaître 1000 personnes. Il vous suffit de regarder assez longtemps le miroir pour voir 1000 personnes. Voilà, donc elle a plusieurs personnages, ce jeu-là. Merci Hakan. en tout cas, ça donne envie. Moi, j'ai lu beaucoup de livres de Hakan Günday précédents, mais pas celui-là. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un peu différent par rapport au précédent, dans la mesure où il y a quelque chose peut-être qui universalise encore plus le propos. Parce qu'on était vraiment beaucoup dans les tout premiers sur le territoire turc, même si ça aurait pu déjà concerner plein d'autres gens, mais avec une histoire plus personnelle, avec peut-être un parcours plus proche de toi. Et là, c'est toujours proche, évidemment, on le sent, mais il y a quelque chose qui est plus ample, j'ai l'impression, qui est plus ambitieux peut-être même dans le propos. C'est l'impression que ça me donne, hein. Je vais... Ces voilà, juste à vous propos écouter. n'engagent que vous. Ces propos n'engagent que moi. En tout cas, nous, on lit. Vous savez, vous connaissez l'histoire de ce... Enfin, c'est une histoire. De ce critique anglais qui disait « Je ne lis jamais les livres que je dois critiquer pour ne pas être influencé. » Ce qui me permet de parler des livres de Hakan que je n'ai pas lus. Voilà. On recite Velibor Čelić, Oui. Guerre et... Pluie. Guerre et Avec pluie, c'est pas guerre et paix, c'est guerre et pluie. Voilà, paru chez Gallimard. Chez Gallimard. Et puis Grégoire Paulet, Pax, paru dans la même collection chez Gallimard. Vous êtes tous les trois d'ailleurs. Là, bon, des francophones, un Turc qui parle très bien français. Voilà. Ah non, très bien, tu parles très Oh bah bien oui, français. plus que très bien. Voilà. C'était... merci beaucoup. Et Grégoire parle très bien français. Merci. Merci à vous.